Bonjour, bonjour à tous et merci d'être venus nombreux sur ce grand sujet de la finance durable au niveau européen. C'est un vrai challenge de traiter ça en 45 minutes. Je suis Pierre Sidem, je suis le fondateur et le dirigeant de RSE Data News, qui est un média dédié aux professionnels de la RSE, développement durable, gouvernance et finances durables. On propose aussi à nos abonnés des services de data et de benchmark de rapports extra-financiers. Alors, cette finance durable au niveau européen, elle est en cours de discussion en ce moment même à Bruxelles, mais c'est un sujet clé sur lequel la Commission a affiché des ambitions politiques très fortes. Il s'agit maintenant d'en définir les modalités opérationnelles. Et c'est un sujet qui ne date pas d'hier, puisqu'en fait, on peut dire qu'il y a eu un tournant en 2015. Il y a eu deux groupes d'experts successifs qui ont travaillé sur la question. D'abord la TCFD, je ne vais pas rentrer dans le détail des acronymes, mais c'était les banques centrales qui ont commencé à se poser la question de la stabilité financière à l'échelon européen en raison des menaces que faisait peser le risque climatique sur cette stabilité. Et ensuite, les travaux du HLEG, le High Level Expert Group, qui lui était mandaté par la Commission justement pour faire un certain nombre de recommandations. Et le plan d'action voulu par Bruxelles est vraiment dans le droit fil de des travaux de ces deux groupes. Je vais peut-être mettre en exergue un des points clés qui sous-tend un peu tout ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Selon les termes de la Commission européenne, je cite, « Le manque de clarté chez les investisseurs sur ce qui constitue un investissement durable est l'une des causes d'un financement insuffisant. » Là, on sait tous qu'il s'agit de centaines de milliards d'euros, si on veut être sur une trajectoire de degrés et plein d'autres sujets. Donc, on comprend bien qu'il faut organiser les choses pour savoir de quoi on parle et être capable de comparer, de labelliser et aussi d'intégrer de façon rationnelle le risque climat dans les modèles d'affaires et dans les modèles de risque. Alors c'est vrai que la France a été un terrain moteur depuis 2015 pour avancer sur le plan réglementaire, mais le défi à l'échelle européenne, c'est d'aligner plusieurs pays, chacun avec leurs contraintes propres, puisqu'on comprend bien que les enjeux de la Pologne ne sont pas ceux de la Norvège ni ceux du Portugal. On ne va pas faire davantage de politique parce que les sujets sont en cours de discussion. C'est le rôle de nos représentants à Bruxelles de faire de la politique. La Commission visait à distiller les premières mesures dans le courant de cette année 2019. On est aussi en fin de mandature, donc il y a des trucs qui vont passer avant, il y a des trucs qui vont passer après. Et pour vous donner une idée de notre fil rouge aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire avec nos intervenants, que je vais vous présenter au fil de l'eau, c'est de vous faire un parcours du paysage de cette finance européenne, puisqu'elle est déjà très globalisée. Un paysage dans lequel on va retrouver des aspects ISR pour le grand public. On va retrouver plusieurs typologies d'investisseurs. Et on va retrouver aussi une partie qui est un petit peu plus cachée, qui est toute l'activité bancaire sur la façon qu'ont les entreprises de se financer sur les marchés ou en dehors des marchés. Et ce faisant, je voudrais qu'on combatte trois idées reçues. La première, c'est que ce qui est durable n'est pas forcément vert. Oui, il y a du vert, mais pas que. On va beaucoup parler de critères ESG, environnement, social et gouvernance, parce que c'est dans le langage des investisseurs. Pour simplifier, c'est un petit peu la RSE des investisseurs. On regarde ces trois critères et on verra que les méthodes de classification sont aussi basées là-dessus. La deuxième idée reçue, c'est que quand on dit finance durable, on pense spontanément aux produits d'épargne responsable. C'est ceux que vous trouvez dans les agences bancaires, dans votre plan d'épargne salariale ou dans vos assurances vie. Et ça tombe bien parce qu'on a autour de la table deux asset managers. Alors, Adrienne Aurel-Pagès qui vient de quitter l'AMF pour rejoindre la Banque Postale Asset Management. Et Sonia Fasolo qui gère plusieurs fonds phares de la financière de l'échiquier. Vous nous direz comment vous vivez en fait cette approche ISR sur ce métier qui est globalisé. Et vous avez des approches qui ont des points communs mais qui ont aussi des différences. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais il y a plusieurs façons de pratiquer le métier. Mais il n'y a pas que l'asset management dans le paysage. La troisième idée reçue et qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la planète finance, finalement, au bout du bout, elle investit dans des activités économiques. Ces activités économiques, elles sont portées à 90 ou 95% par le secteur privé. Et les entreprises, dans leur façon de se financer et dans leur relation avec leurs investisseurs, la finance durable, ça se voit de plus en plus. Et on aura la chance d'en parler avec Émilie,
qui est associé au département Sustainability de PricewaterhouseCoopers, mais qui a beaucoup suivi, qui est une experte du private equity, puisque vous êtes quasiment embedded, comme on dit, dans leurs travaux. Un secteur qui est assez mature aujourd'hui sur ces sujets. Et avec Hugues Delafont. Hugues, vous faites partie de l'équipe Sustainable Banking du Crédit Agricole CIB et vous êtes un spécialiste du fixed income, c'est-à-dire des marchés de taux. On verra comment ça se décline sur notamment les obligations et les prêts responsables. Alors, on va plonger avec nos intervenants et avec une première question pour vous, Laurent. Finalement, la finance durable, c'est faire des choix. C'est faire des choix rationnels. Pour objectiver ces choix, eh bien, il faut des données. Et vous êtes l'un des fournisseurs de données de la place, puisque vous êtes directeur de l'engagement investisseur au CDP, le CDP qu'on connaissait avant plus sous le nom de Carbon Disclosure Project, pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc Laurent, quel type de données est-ce que vous collectez auprès des entreprises? Comment sont-elles utilisées et surtout par qui? Donc d'abord merci à ProDurable d'avoir invité le CDP pour venir parler de ça. Le CDP, pour faire quelque chose d'assez schématique, c'est aujourd'hui la plus grande base de données corporate environnementale. Et il se trouve que nous donnons également une note aux entreprises qui mesure la performance environnementale et en aucun cas un quelconque risque des entreprises. Et nous faisons ça parce que nous avons des investisseurs signataires, dont les trois investisseurs qui sont sur le plateau sont signataires du CDP. Et nous avons à peu près 530 investisseurs signataires dans le monde et qui nous donnent l'autorité chaque année de demander aux entreprises de faire un reporting environnemental. Et parce que le marché a besoin de transparence sur les risques liés au climat, mais pas que le climat, l'eau, qui est un sujet qui monte beaucoup en ce moment, et la déforestation. Et donc en fait, les entreprises répondent à ce questionnaire. Et nous avons eu en 2018 2400 sociétés cotées qui ont répondu, qui représentent à peu près 50% de la capitalisation boursière mondiale. Et ensuite, nous remettons ces données aux investisseurs qui nous donnent cette légitimité et cette autorité. Parce que les investisseurs, comme ça va être expliqué par la suite, vont faire un travail d'analyse ESG. Nous, on ne s'occupe que du E, donc environnement. Peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. Environnement, social, gouvernance. Et l'autre chose importante aussi à savoir, parce que c'est toujours bon de le rappeler, en 2015, il y a eu les accords de Paris qui ont été signés. Ça veut dire que la température moyenne de la Terre ne doit pas augmenter de plus de 2 degrés en 2050 par rapport à 1860, l'ère pré-industrielle. Nous sommes aujourd'hui, en 2019, à peu près plus 1,3, 1,35 degrés. Il nous reste plus 0,7 degrés à faire d'ici 2050. Si on continue business as usual, on explose les 2 degrés. On est plutôt plus sur des niveaux de 3,5 degrés, ce qui va avoir des impacts considérables géopolitiques, humanitaires et autres. Donc c'est les accords de Paris cherchent à prévenir ça. Et donc nous, on met à la disposition des investisseurs la donnée la plus fine possible. Je voudrais terminer par 2 choses pour mon tour, parce que je sais qu'on est timé. On ne fera pas ces fameux 2 degrés sans l'oil and gas, donc sans les Total, Shell et autres. Donc il faut que ces gens-là changent leur business model. Certains l'ont déjà compris, ont commencé à faire le chemin. D'autres n'ont pas encore compris. Je ne citerai aucun nom. Et on ne fera pas les 2 degrés sans que les investisseurs changent leur manière d'investir en profondeur. Et donc là, je pense qu'on va avoir des informations là-dessus sur le plateau. Justement, Laurent, c'est intéressant de noter que le questionnaire du CDP, qui est bien connu dans les entreprises, parce que c'est pas mal de boulot pour le remplir,
Comment ça, vous l'avez aligné l'année dernière sur des recommandations de la TCFD que je citais tout à l'heure, le groupe d'experts qui s'inquiétait de l'intégration du risque climat dans les modèles d'affaires. Absolument. La TCFD a été créée à l'initiative du Financial Stability Board, qui est un groupe de banquiers centraux pour éviter les risques systémiques. Et il est apparu que les risques climatiques sont des risques dont la matérialité est extrêmement forte pour les portefeuilles à moyen et long terme, pour certains d'ailleurs même à court terme. Et donc, nous avons pris les recommandations de ce groupe d'experts international et on les a adaptées à nos questionnaires. Et donc maintenant, la quasi-totalité de nos questionnaires sont TCFD compliant. Donc on va retrouver des choses comme la gouvernance, comme la stratégie business de l'entreprise, comme ce qu'on appelle le target setting. Les différentes catégories, en fait, sont prises en compte chez nous et devraient faciliter le job maintenant des investisseurs ou des prêteurs, parce que c'est important aussi de parler des prêts, c'est un gros sujet. Et je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut, à mon sens, aussi deux autres choses pour débloquer les trillions de dollars qui sont sur le marché et qui attendent d'aller vers là où ils sont pour aller faire du vert ou la transition. Il faut aussi, à minima, deux choses. Il faut une donnée de qualité sur le risque environnemental. Ça, c'est ce que nous essayons de faire et d'améliorer chaque année. Et il faut que toutes les briques du marché vanille, en fait, toutes les briques de ce que vous voyez à la bourse, les swaps, les options, tous ces produits-là soient aussi appliqués à l'ESG, ce qui n'est pas encore totalement le cas. On commence à avoir petit à petit des briques. Il va y avoir, je pense que Hugues va parler des green bonds, mais il n'y a pas encore, à ma connaissance, d'options liées au climat directement, de swap, et tous ces instruments permettent d'assurer une liquidité du marché pour que tous les players du marché s'y retrouvent et puissent permettre de prendre des positions ou de spéculer ou de faire des prix ou des choses comme ça. Voilà, donc ça, on commence à voir les briques se mettre en place, mais il manque encore pas mal de choses à faire. Alors Laurent, merci. On a deux utilisateurs directs de vos données qui se fournissent au CDP, mais aussi ailleurs, dans leur métier qui est celui de l'ISR, de l'investissement socialement responsable. Peut-être Adrienne, voulez-vous commencer pour nous dire comment est-ce que vous vivez cette pratique de l'ISR qui se globalise au niveau européen, avec quelles ambitions et quels moyens pour les mettre en œuvre, quels moyens objectivés et mesurables à l'avenir? Merci Pierre, bonjour à tous. Alors effectivement, à la Banque Postale Asset Management, on s'est engagé d'ici fin 2020 à devenir un investisseur 100% socialement responsable. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que tous nos fonds ouverts, c'est-à-dire les fonds auxquels vous pouvez souscrire, notamment par l'intermédiaire de vos contrats en assurance vie, vont être labellisés. Donc, Pierre, tu parlais d'outils, vont être labellisés par le label public ISR, donc, qui est un label porté par le ministère des Finances. Donc, c'est un choix effectivement ambitieux. C'est un choix courageux, parce qu'on est le seul acteur généraliste, c'est-à-dire investi sur toutes les classes d'actifs, de la place à le faire. Et ça représente environ 50 milliards d'encours sous gestion. Alors dans la pratique, comment on le vit? Dans la pratique, c'est d'abord beaucoup de conduite du changement. Donc c'est d'abord en interne, accompagner tous nos gérants et tous nos analystes à prendre en compte, au-delà de l'analyse financière qui est leur métier traditionnel, donc l'analyse des comptes des entreprises, prendre en compte aussi les données dont parlait Laurent, les données sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc c'est les accompagner par des formations, par des outils, pour une meilleure prise en compte de ces éléments et une totale intégration de ces données. La conduite du changement, elle se fait aussi avec nos clients. J'ai parlé de nos fonds ouverts, mais la majorité de nos encours, la Banque Postale Asset Management, on gère 220 milliards. La majorité de nos encours nous sont confiés par des clients institutionnels sous la forme de mandats. Et donc, dans un mandat, c'est le client qui détermine sa stratégie d'investissement. Donc, être un investisseur socialement responsable pour nous, ça veut dire accompagner nos clients dans la mise en place d'une stratégie ISR dédiée,
en lien avec leurs convictions propres et peut-être qui sort un petit peu aussi de la comparaison avec les indices financiers traditionnels pour vraiment répondre à leurs convictions propres. Donc c'est de la conduite du changement, c'est aussi être pionnier. Donc je vous ai dit qu'on a fait le choix du label ISR. Aujourd'hui, le label ISR ne traite pas du sujet des obligations souveraines. Donc qu'est-ce que c'est que la qualité extra-financière d'une obligation émise par la France? Ce n'est pas traité par le label d'État. Je vous laisse comprendre les enjeux politiques qui sont derrière. Nous, on a choisi d'aller plus loin et on est en train de mettre en place une méthodologie propriétaire d'analyse du risque souverain extra-financier avec des indicateurs spécifiques. Et puis je rejoins absolument Laurent. Dans la pratique, c'est avant tout un challenge parce que pour faire une analyse extra-financière de qualité, on a besoin de données de qualité. Donc les acteurs comme le CDP nous y aident. Mais c'est vrai qu'il faut que l'ensemble des émetteurs jouent aussi aujourd'hui le rôle le jeu de l'ISR. C'est un des enjeux européens, justement, que de mettre en place ce que l'Europe appelle une taxonomie, c'est-à-dire une méthode de classement pour comprendre de quoi on parle. Un des débats en ce moment à l'Europe, ce n'est pas encore tranché, c'est qu'on définit ce qui est vert, mais faut-il aussi définir ce qui est pas vert au sens de brown ou brun. Voilà, les avis sont partagés là-dessus, on va voir ce qu'il en ressort. Peut-être, et on va continuer à échanger un tout petit peu sur l'ISR, mais Sonia, vous, historiquement, à la financière de l'Échiquier, bon, vous êtes en cours de rapprochement avec un autre acteur, mais historiquement, vous avez une approche de société de gestion indépendante. On a vu que le LBPAM a fait le choix 100% label. Et on verra ensuite l'intérêt d'un label européen par rapport à ça. Vous avez fait le choix plutôt d'un dialogue de proximité avec les entreprises qui est basé avant tout sur les critères ESG, environnement social et gouvernance, et pas que le E, justement. Absolument. ESG. Oui, c'est bien ça. Alors, c'est vrai que la financière de l'Échiquier, c'est une boutique qui existe depuis 28 ans. On a été l'un des pionniers en France sur l'investissement responsable, puisque notre méthodologie d'analyse des critères, ces fameux critères ESG, a été mise en place dès 2007. Et on a été un des premiers signataires des PRI sur la place de Paris. Alors cette méthodologie en fait, d'analyse des critères ESG, pour nous, il était primordial avant toute chose de démontrer notre capacité à concilier la prise en compte de ces critères avec la performance financière. Vous avez parlé tout à l'heure d'idées reçues, Pierre, et il y en a énormément sur le sujet de la performance. Et pour nous, c'était vraiment crucial d'adresser ce sujet, la performance de nos fonds. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé dans l'investissement socialement responsable avec des fonds laboratoires que l'on a fait labelliser ensuite. Fonds laboratoires, ça veut dire que ce sont nos fonds propres de la financière de l'Échiquier qu'on a investi tout d'abord sur ces fonds. Aujourd'hui, on a un historique très long de performance et on a d'ailleurs fait une étude à ce sujet que vous pouvez charger sur notre site internet qui démontre que le sujet de la performance n'en est pas un. On dégage beaucoup plus de performance en investissant dans les entreprises les plus vertueuses. Fort de cette expérience, en fait, on a voulu, et de cette conviction très très forte, on a voulu, disons, l'appliquer à un périmètre beaucoup plus large que nos deux fonds ISR labellisés, en faisant de l'intégration ESG sur tous nos fonds. Donc, intégration ESG, pour nous, qu'est-ce que cela représente ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment la base pour toute la gestion active à la financière de l'Échiquier. On a, je dirais, deux volets importants. C'est qu'on va partager au niveau de tous les fonds un socle d'exclusion qui est commun. On n'a jamais investi, par exemple, dans le tabac. Ça, c'est vrai depuis 1991, l'année de création de l'Échiquier. Et on a rajouté au fil du temps des exclusions qui sont vraies pour toute la société de gestion. Deuxième volet très important, c'est qu'on va analyser les entreprises sur les critères ESG avec une particularité très forte à l'Échiquier, c'est que ce sont les gérants et analystes qui suivent les entreprises, qui vont noter la gouvernance, qui représentent 60% de notre note. Et de là, on invite aussi tous les gérants et analystes à utiliser les bonnes relations qu'ils ont avec leurs entreprises, et c'est là que l'engagement prend toute sa dimension, pour aider les entreprises à progresser. Donc effectivement, on n'a pas fait en tout cas à ce stade le choix du 100% ISR. On veut aussi accompagner le changement. Adrienne a parlé de... j'ai souri à ce moment-là parce que c'est vraiment une vraie transformation. Il faut transformer les habitudes des gérants, il faut transformer, il faut
Et c'est pour ça aussi qu'on a fait cette étude. Elle a une vocation externe d'adresser le sujet de la performance, mais elle a aussi une vocation interne. Comment on embarque toute l'entreprise vers là. Alors, c'est plus facile quand c'est le top management qui donne l'impulsion, ce qui a toujours été le cas chez nous. Mais c'est comment on embarque toute la société de gestion. L'autre gros challenge aujourd'hui, il est plutôt aussi vis-à-vis de l'externe. C'est comment on embarque les clients avec nous dans ce voyage. Pourquoi ? Parce que on montre encore que les particuliers, investisseurs particuliers, connaissent très peu le sujet de l'investissement responsable. C'est un énorme challenge. À la financière de l'échiquier 2019 va être placé sous le signe de la formation. On va organiser des formations pour tous nos clients. D'abord, ceux qui ont des contacts avec les clients finaux, c'est-à-dire les conseillers financiers, parce que c'est avant tout à ce public qu'on doit s'adresser pour qu'eux-mêmes soient capables de parler de ce sujet à leurs clients. Donc beaucoup de challenges aussi cette année. Alors justement, vous faites allusion au grand public et donc à la distribution de vos produits. Je rebondis vers vous, Adrienne, parce que à la Banque Postale, vous avez un réseau de distribution. Est-ce que pour vous, le label, et si on monte un cran plus haut, le projet d'écolabel européen, est un plus vis-à-vis du public et aussi pour massifier la demande ? Alors effectivement, le choix du label, pour nous, il s'inscrit totalement aussi dans la logique de notre réseau de distribution. Donc c'est vrai que choisir un label, c'est un gage de transparence, de clarté. Et puis c'est un label public pour la Banque Postale qui est un acteur public, c'est important. Donc dans la distribution et dans les efforts de formation auprès du grand public, voilà, c'est pour nous l'outil principal d'être labellisé. Sur l'écolabel, je serais un petit peu plus prudente. J'étais la semaine dernière justement à Séville au groupe du partie prenante sur l'écolabel. Clairement, il y a deux axes dans le plan d'action de la Commission européenne. On pourrait y revenir tout à l'heure, mais donc il y a un axe qui est vraiment de mettre en valeur plutôt les investissements verts. Et quand on dit vert, donc c'est vraiment uniquement la partie E. Et l'écolabel s'inscrit tout à fait dans cette logique. Donc c'est vraiment un label qui porte sur les investissements uniquement environnementaux, ce qui s'inscrit moins dans une logique plus ESG, qui est aussi celle qu'on partage comme avec la financière d'échiquier. Donc pour LBPAM, qui est un acteur généraliste, on a quand même 220 milliards à investir. Donc on doit investir dans des investissements qui sont beaucoup plus larges que uniquement l'environnement. Et l'écolabel tel qu'il est défini aujourd'hui est plutôt un investissement de niche. Okay, donc la massification de la demande est peut-être pas, ne reposera pas que sur cet outil. Voilà. Vous mentionniez tout à l'heure toutes les deux que, en tant qu'asset manager, comme société de gestion, finalement vous avez des investisseurs institutionnels, ce qu'on appelle les asset owners, ceux qui détiennent les actifs et qui vous les confient pour les faire fructifier, vous donnent des mandats. Alors il y a une autre catégorie d'investisseurs qui est aussi des bailleurs de fonds, c'est le private equity, les fonds d'investissement. Alors c'est un secteur, Émilie, que vous connaissez bien. Vous avez la chance d'être dans un poste d'observation privilégié, étant associé au cabinet PwC, mais vous êtes aussi embarqué dans les travaux de France Invest, qui regroupe la quasi-totalité des fonds d'investissement français au sein de leur association, qui sont emparés du sujet il y a une dizaine d'années, et qui, je pense, aujourd'hui sont arrivés à un degré de maturité tout à fait crédible, et avec un certain nombre d'initiatives qui sont en train d'être portées au niveau européen. Je pense notamment au PRI. Bonjour à tous. Donc effectivement associé chez PwC. Donc nous on fête nos 25 ans cette année. On a toujours travaillé pour des entreprises et depuis 2008 pour le capital investissement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le capital investissement. Je vais synthétiser en deux phrases. Moi je ne connaissais pas du tout. Donc ce sont en fait des acteurs qui prennent des participations au capital de petites et moyennes entreprises, en général non cotées, et donc qui restent en participation. La durée moyenne est de 5 ans. Et finalement, quand ils doivent revendre l'entreprise, leur objectif, c'est de montrer la performance de cette entreprise et que cette entreprise va pouvoir performer dans les années suivantes. Donc on dit en général, ils ont un objectif de temps de 10 ans environ.
Donc, toute l'histoire s'est passée notamment en France en 2008, où certains acteurs sont venus nous poser la question. Donc là, on est en pleine crise financière quand même, donc c'est pas forcément le bon moment a priori pour parler de développement durable. Et certains acteurs nous demandent, et donc c'était des membres de France Invest, cette association professionnelle du capital investissement, nous disent comment faire pour intégrer ces sujets de développement durable dans le capital investissement. Et d'ailleurs, ils nous ont prononcé ce mot qu'on ne connaissait pas par ailleurs, l'ESG. Et effectivement, c'est la RSE, le développement durable, appliqué à ces acteurs-là. Donc on a démarré les travaux avec donc France Invest, la FIC à l'époque, et tous ces acteurs-là. Et donc, pour différentes raisons. Il y avait des raisons de réputation. Le monde de la finance avait quand même mauvaise réputation. On se rappelle, peut-être pas tous, mais moi je m'en souviens, du titre du Point qui disait « Ceux qui ruinent la France ». Et dans ceux qui ruinent la France, il y avait les fonds d'investissement. Horreur. Donc, les acteurs du capital investissement se sont dit, je pense qu'on ne connaît pas bien notre métier puisque nous investissons dans la vraie économie française. Il faut se dire quand même que ces acteurs-là, France Invest, représentent 8% des emplois du secteur marchand en France et en chiffre d'affaires, c'est 20% du chiffre d'affaires du CAC 40. Donc quand même une vraie puissance économique au niveau français. Et donc, on a travaillé là-dessus. Donc, des questions de réputation, même leurs propres investisseurs qui, eux, parlaient ISR, commençaient à poser quelques questions qui sont de plus en plus précises. Si je prends l'exemple du climat, au départ, on disait « Avez-vous fait votre empreinte carbone ?» Alors, certains se sont mis à faire des calculs, à comprendre ce que c'était que le scope 1, le scope 2. Et maintenant, on leur demande, vous, investisseurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer la façon dont vous intégrez les sujets climatiques pour faire que vos participations suivent la trajectoire 2 degrés. Gloops. Donc voilà, les questions sont quand même de plus en plus précises et complexes. Alors comment on fait et notamment nous, les travaux qu'on peut faire. Donc ça n'existait pas en 2008 et aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des due diligence ESG. C'est-à-dire que ces acteurs, ils investissent et ils font des due diligence comme d'habitude, financières, légales, sociales et maintenant ESG. Pour que ce soit concret, je vais donner un exemple. Il y a quelques années, on travaille donc sur une entreprise du textile qui a notamment pas mal dans ses matières premières du cuir et du cuir qui est traité en Inde. On sait les conséquences environnementales, les conséquences sociales. On demande à cette entreprise, qui est une petite PME française, que bien évidemment je ne vais pas citer, et donc on pose la question aux dirigeants, cette question qui lui avait jamais été posée par ailleurs, que faites-vous dans votre supply chain pour couvrir ces risques environnementaux et sociaux, notamment dans le traitement du cuir ? La réponse a été cinglante, assez choquante, de nous dire, si vous pensez que j'ai que ça à faire, d'aller me préoccuper de ce qui se passe à l'autre bout du monde, moi, madame, j'ai un métier, j'ai du business à faire. Donc gloops à ce moment-là. Donc je vais voir le potentiel futur actionnaire pour dire je crois qu'on a un problème. Enfin j'espère que c'est un problème pour vous. Et effectivement ça l'a été. J'aime bien cet exemple parce que là pour le coup la transaction a été vraiment arrêtée à ce moment-là. En fait ce sont des acteurs qui font pas forcément d'exclusion, mais quand on a ce type de conclusion, on se dit soit, et là c'était pas le cas, le dirigeant n'est pas encore best in class sur les sujets RSE. On peut se dire très bien, mais est-ce qu'il est d'accord pour avoir une roadmap et s'améliorer sur ces sujets tout au long de la période de détention ? Dans ce cas-là, l'investisseur investit et effectivement, il y a une roadmap. Et dans le cas où le dirigeant, la dirigeante ne souhaite pas suivre cette roadmap, dans ce cas-là, l'investissement est arrêté. Ça, c'est pour donner vraiment des exemples concrets. J'en ai plein d'autres, hein, si ça vous intéresse. Je sais qu'on est limité. Je ne sais pas si j'ai le temps peut-être de parler de l'initiative Climat 2020, puisque c'est en lien aussi avec... Il faut parler de l'IC20, puisqu'elle est en train de remonter au sein des PRI. Les PRI, c'est les Principles for Responsible Investment. C'est déjà globalisé au niveau européen avec une partie reporting public et une partie reporting privé qui est beaucoup plus fournie. Alors c'est une autre façon d'avoir des données peut-être un peu plus agrégées. Alors effectivement, donc
donc on a beaucoup parlé de la COP 21 et en 2015, là encore, les acteurs du capital investissement nous ont posé la question: comment faire pour aussi contribuer à cette action climat quand on est un acteur du capital investissement, qu'on investit dans des PME, des petites ETI. Et donc, on a créé, au départ, c'était un club carbone, petit club, où chacun est monté en compétence en fait, sur les sujets carbone. Ensuite, on s'est dit, carbone, c'est beaucoup trop restrictif en fait, quand on parle du climat, c'est vraiment le climat, les risques physiques et les risques de transition vers une économie bas carbone. Et donc, ça a été la montée en compétences finalement, parce qu'il faut y aller pas à pas, du secteur du capital investissement sur ces questions-là. Et aujourd'hui, ça s'appelle l'initiative Climat 2020. Initiative française qui a été donc prise sous la houlette des PRI. Ça a été annoncé au Climate Finance Day. Donc maintenant, c'est une initiative qui est internationale, même plus qu'européenne. Et donc, ces acteurs qui signent cette initiative climat, en fait, rentrent dans une sorte de groupe de travail où on se pose les questions de la façon dont intégrer les risques climat dans les process d'investissement. Et donc, il y a déjà des méthodologies qui sont sorties. On entend parler, quand on parle de RSE, d'analyse de matérialité. Là, c'est pareil. On fait une analyse de matérialité climat. Effectivement, pour certains secteurs, il y a des sujets sociaux qui vont être plus importants. Pour certains secteurs, le sujet climatique va être important. Et ce n'est pas uniquement les gros industriels. Ça aussi, il faut que ce soit bien précisé. Et donc voilà, cette initiative, elle vit. Aujourd'hui, on a plus de 26 signataires. Donc on en avait 5 au départ, 5 fondateurs. On pourrait penser que c'est peu, 26 signataires. Les acteurs de France Invest sont au nombre de 250, donc il y a encore du chemin à faire. En termes d'asset under management, je ne sais pas combien ça représente, mais c'est pas mal. Enfin voilà, il faut y aller pas à pas. Et voilà, ces acteurs sont extrêmement pragmatiques et opérationnels. Il faut l'être puisqu'ils investissent dans des petites entreprises, dans des PME. On parlait du Brown tout à l'heure. Enfin, c'est l'existant. Pas qu'en France d'ailleurs, puisque le terrain de jeu est européen. Exactement. Et comme tu le disais tout à l'heure, les bailleurs de fonds de ces fonds d'investissement sont eux-mêmes complètement globalisés et commencent à leur demander des comptes sur leurs pratiques ESG en tant que société de gestion, mais aussi sur l'ensemble de leur portefeuille. Alors, on vient de voir là qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui reposent sur le dialogue avec les entreprises. On l'a vu pour les asset managers. On l'a vu dans le private equity. Alors, c'est des approches un petit peu agrégées ou c'est des approches en dentelle, en one-to-one. Si on regarde maintenant ce que font les entreprises elles-mêmes pour se financer, Hugues, on voit de nouvelles choses qui arrivent, ou en tout cas qui prennent de l'importance. Il y a une première manière pour les entreprises de se financer, c'est les obligations vertes, ce qu'on appelle les green bonds, c'est-à-dire d'émettre des titres de créances sur les marchés financiers en échange d'un taux d'intérêt qu'on va servir. Et c'est une façon de flécher la finance vers des actifs verts, parce qu'on verra que pour labelliser un green bond aujourd'hui, expliciter ce fléchage est nécessaire. Et puis il y a une deuxième chose qui arrive, c'est les prêts aux entreprises. Là, il s'agit vraiment d'une activité bancaire où on voit, je crois qu'on parlait de 40 milliards d'euros en 2018 d'encours émis sous cette forme, eh bien, des lignes de trésorerie accordées aux entreprises par les banques et dont le taux est lui aussi indexé sur des critères ESG. C'est assez invisible pour le grand public, mais il faut bien se rendre compte que les marchés obligataires et du financement bancaire sont des montants colossaux qui sont absolument clés pour le bon fonctionnement de l'économie. Oui, absolument. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Ça peut être l'occasion aussi de donner tort au titre du point. Je crois que vous avez vu quelques-unes des briques. On s'inscrit dans la finance durable, dans la banque aujourd'hui, complètement dans cet écosystème de finance durable. Le marché obligataire vert, les green bonds, c'est 500 milliards d'euros émis aujourd'hui au niveau global. Donc on commence en effet à arriver à des niveaux très importants. Et en effet, on va peut-être parler plutôt des grandes entreprises ici, et elles sont très importantes. La demande en finance durable, elle vient des acteurs que vous avez entendus. C'est eux qui sont le moteur de la demande
de finances durables, de transparence, de critères ESG, mais in fine, ceux qui ont les projets, ceux qui font des choses concrètes, d'installer des éoliennes et de gérer la transition écologique, ce sont les entreprises, ce sont les collectivités locales qui elles-mêmes sont des émetteurs de dettes. Avant d'aller là-dedans aussi, je vais vous donner peut-être une toute petite illustration concrète et pour expliquer un peu où je me situe dans le groupe Crédit Agricole. Donc dans une équipe qui s'appelle Sustainable Finance, donc finance durable, au sein de la banque d'affaires, donc Crédit Agricole CIB. Donc notre rôle à nous dans ce grand groupe qu'est le rôle Crédit Agricole, c'est vraiment d'être l'intermédiaire entre les investisseurs et les émetteurs de dettes, de comprendre ce qu'eux souhaitent et de manière à manufacturer, comme on dit maintenant dans le jargon, des produits financiers qui sont des produits financiers durables. Ça rend notre institution, notre banque plus durable et ça permet effectivement de rendre les marchés financiers plus durables. C'est une équipe qui a maintenant 10 ans, dans laquelle aujourd'hui on a quasiment 12 personnes au niveau global. On a 12 personnes au niveau global et on s'adresse à tous les métiers de la banque d'affaires. Je pense qu'avec les fonctions conformité, on doit être une des rares équipes à croître de manière aussi importante. Alors donc, très schématiquement, sur les produits financiers durables aujourd'hui qui se développent de manière très rapide. Et en effet, ils ne sont pas forcément discrets, ils sont juste très nouveaux. Donc le marché des green bonds commence à avoir une certaine expérience. C'est un marché qui se caractérise par sa simplicité. Donc l'engagement dans une obligation verte ou durable, parce que là on adresse évidemment le côté E et S, c'est pour une entreprise d'émettre une obligation qui sera fléchée vers des projets ou des actifs qui respectent un certain nombre de critères environnementaux ou sociaux. Pour l'entreprise, c'est un peu de travail parce que ça veut dire qu'il faut s'assurer que les fonds qui vont être levés vont être utilisés pour l'usage qui était prévu. Et surtout, c'est une occasion de faire du reporting et d'expliquer comment fonctionne son business model et ses investissements en particulier, de manière à ce que les investisseurs puissent récupérer cette donnée et avoir un impact sur leur portefeuille d'investissement. L'autre partie qui elle aussi est arrivée à débouler, on peut dire, en 2018, c'est les crédits responsables, crédits à impact. Ils s'appellent de différentes façons. On a vu des entreprises comme Solvay, EDF, Gecina, un peu dans tous les secteurs d'activité, et aussi des ETI un peu plus petites qui ont souscrit à ce genre de produits. Vous pouvez nous en dire un mot parce que au sein de votre équipe, vous avez été arrangeur pour certaines de ces opérations. Comment ça se passe? Quel type de dialogue entre l'entreprise et la banque, puisqu'il faut décloisonner les fonctions, côté entreprise, entre les équipes RSE et celles du directeur financier, et puis côté banque, entre ce qu'on appelle le senior banker, qui va regarder le risque crédit, et la partie sustainability pour indexer le taux sur ces fameux critères ESG. J'irais même encore plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, la fonction RSE, je sais qu'il y a beaucoup de représentants aujourd'hui, est plus que partie prenante de la stratégie de l'entreprise, mais également de la finance. Donc aujourd'hui, nous, on travaille en tant que banquier avec les équipes RSE de nos clients. C'est un attelage communication financière, direction financière et trésorerie, RSE, sous la houlette de la direction générale. Et donc ce nouveau, entre guillemets, produit qui en effet a connu un essor extraordinaire en 2018 auprès des grandes et plus petites entreprises, consiste tout simplement à reprendre les engagements et la stratégie de développement durable de l'entreprise, copier-coller dans ce qui est le produit financier le plus important en général de l'entreprise, c'est sa ligne bancaire avec ses banques relationnelles, donc sa ligne non tirée qu'il peut utiliser en cas de besoins financiers, et d'indexer la marge de cette ligne à des critères extra-financiers, qui peuvent être une notation extra-financière type CDP ou autre, et qui peuvent également être les indices ou
les engagements et les critères qui ont été pris dans la stratégie de développement durable. Et la marge varie légèrement en fonction de ces indices. Ça permet aux banquiers de suivre ces éléments et de réconcilier d'une certaine manière ce sur quoi on a tous tourné autour ce matin, une bonne performance ESG égale une bonne performance financière. J'ai une question. Et si l'entreprise ne fait pas son objectif, alors le taux d'intérêt sera pénalisant pour elle, il sera plus haut? Absolument. Voilà, donc deux modes de financement innovants. Alors, on a vu des exemples très concrets de la façon dont ça se pratique. Par exemple, alors les green bonds, les marchés obligataires sont déjà très globalisés. Sur les crédits impact, il faut bien comprendre que pour citer une des opérations phares, quand EDF renouvelle une ligne de crédit à 4 milliards d'euros, Solvay, c'était 2 milliards d'euros, je crois. Ce n'est pas une banque toute seule qui le fait, c'est un pool bancaire qui est syndiqué. Généralement, il y a une banque chef de file et 3, 4, 5 autres derrière. Et il y a maintenant aussi les banques s'organisent entre elles pour avoir un chef de file ESG. Et on va retrouver, il est naturel pour les entreprises comme les deux que j'ai citées de travailler avec plusieurs banques. On va retrouver des banques françaises, mais aussi des banques européennes. Et ING est apparu plusieurs fois, par exemple. Alors, si on devait prendre toutes ces pratiques métiers dans la perspective du plan qui est encore en construction de la Commission européenne, comment est-ce que vous le vivriez? Quels seraient les ajouts que vous en attendez? Alors, il y a plein d'angles possibles. Hein. Est-ce qu'il faut mettre les sujets dans les cases le plus possible, en tout cas plus que ça ne l'est aujourd'hui? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il faut plutôt laisser faire les acteurs économiques en se disant que ceux qui ne jouent pas le jeu se retrouveront déclassés? C'est un petit peu deux visions qui s'affrontent. Est-ce que c'est utile pour massifier la demande? Est-ce que c'est utile pour se faire en évitant le greenwashing? Est-ce qu'il faut encourager l'investissement? Je pense que c'est très important pour vos asset owners, de même que pour les bailleurs de fonds du private equity, avec des mécanismes de green supporting factor pour encourager des projets qui sont considérés aujourd'hui comme longs et risqués. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça en quelques minutes pour chacun de vous? Et Laurent, quel rôle joue un collecteur fournisseur de données comme vous dans un ou plusieurs de ces métiers? Alors moi, je voulais dire une chose, c'est que vous voyez, le public voit qu'il y a plein de choses qui se passent, mais tout ce qui est raconté là, il faut en faire beaucoup plus et beaucoup plus vite. Parce que sinon, on va droit dans le mur. Donc, l'innovation fait partie de la résolution des problèmes. Et maintenant, il faut savoir que les entreprises qui ne jouent pas le jeu de la RSE ou du développement durable ou de l'environnement vont probablement très vite être sanctionnées par un coût du capital qui sera supérieur sur le marché. Ce sera plus cher pour elles de trouver de l'argent pour se financer que les autres. Donc en fait, ça rigole plus. Et j'ai un exemple à donner ou deux exemples à donner. Il y a un fonds qui vient d'être lancé récemment par CPR Asset Management et qui prend qui s'appelle Climate Action et qui prend comme filtre principal les notes CDP. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est pas au moins B, donc c'est A moins, B et B-, les entreprises qui sont en dessous n'ont même pas la chance d'être dans un potentiel univers investissable. Donc elles ne seront même pas regardées. Et un autre exemple, puisqu'on parlait des labels tout à l'heure, c'est que nous utilisons beaucoup de ces informations dans une notation que nous avons développée qui s'appelle Climetrix, qui prend en compte les labels, mais qui est au-dessus des labels. Et quand un fonds a un label, ça donne des points. Et ça permet à un investisseur, donc à un investisseur individuel dans la salle, d'aller voir son banquier et de dire j'ai 5 000 € à dépenser, je veux un fonds qui finance la transition, qu'est-ce que vous me proposez? Donc on a mis en place un système de notation où chaque fonds est noté par rapport à tous les autres fonds. Nous notons aujourd'hui 5 000 fonds. Et nous donnons des feuilles. Donc un fonds qui a 5 feuilles, c'est un fonds qui a un très bon impact sur le climat et qui a commencé à faire sa transition sur le climat. Un fonds qui a une feuille, c'est un fonds dont on peut dire qu'il n'en a pas grand-chose à faire du climat. Donc il faut développer ce type d'information pour le client final
Et ça va être renforcé par la loi, puisqu'il y a une directive au niveau européen qui est en train d'être étudiée sur ce qu'on appelle le fiduciary duty, la responsabilité fiduciaire de tous les investisseurs par rapport à leurs clients finaux. Et il y a une directive aussi qui s'appelle MiFID, qui va demander maintenant aux clients individuels finaux ses préférences d'investissement. Et donc tout conseiller financier va devoir demander à son client final, est-ce que vous voulez faire un peu plus d'environnement, de gouvernance, de vert, de pas vert, et il va devoir matérialiser ce choix, et ensuite le conseiller financier va devoir proposer quelque chose d'adéquat. Donc voilà, ça se met en place, mais il faut faire beaucoup plus vite. Alors côté asset management, je pense que ce que vient d'exposer Laurent, vous le vivez aussi, c'est-à-dire que l'exclusion, outre celle que vous avez définie par exemple sur le tabac ou d'autres secteurs, est en train de se redéfinir. Comment vous vivez ça, ou d'autres tendances ou souhaits que vous pourriez avoir pour l'exercice de votre métier au niveau européen dans les années qui viennent? Il n'y a pas d'ordre. Oui, alors clairement, sur le plan d'action, il y a deux volets. Hein. Il y a le volet que mentionnait Laurent, donc qui est vraiment renforcer les exigences de transparence pour les investisseurs. Donc, pour les investisseurs, mais vis-à-vis de leurs clients. Donc c'est vrai que nous, la Banque Postale Asset Management, dans notre stratégie d'investisseurs socialement responsables, ça rentre tout à fait dedans. Et on a une transparence même qui va bien au-delà de ce que les textes aujourd'hui exigent en termes d'informations à fournir à nos clients. D'ailleurs, la Banque Postale Asset Management a un des fonds parmi les 10 fonds qui ont été sélectionnés par le CDP. Et puis l'autre volet que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement tous les textes qui encadrent des investissements durables, mais en fait plutôt des investissements verts. Nous, on a demandé à la Commission européenne à ce que l'écolabel soit un label beaucoup plus large qu'un label environnemental, sur le modèle du label ISR français. C'est dans les ambitions de la Commission européenne, mais c'est clairement pas dans les prochaines années. C'est vrai que politiquement, c'est aussi plus visible de se focaliser sur l'environnement. C'est aussi dans ce cadre-là que s'inscrit la taxonomie, hein, qui est le grand texte politique de la Commission européenne qui vise à classifier dans quelle mesure les activités sont considérées comme vertes par la Commission européenne ou pas. Nous, en tant qu'investisseurs, on a une vraie question sur la praticabilité de cette taxonomie. C'est un petit peu différent dans le non-côté qu'évoquait Émilie, mais dans le côté, on investit dans des entreprises qui sont multi-activités. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on investit dans une entreprise qui a des activités vertes, mais qui a aussi des activités brown? Donc aujourd'hui, la taxonomie, c'est vrai qu'elle y répond pas. Enfin, c'est vraiment des questions auxquelles la Commission européenne doit répondre. Et puis, je reboucle avec le sujet initial, qui est que il faut aussi que les émetteurs, justement, donnent des informations sur les activités qui sont considérées comme vertes. Donc, encore une fois, on est dépendant aussi de l'information qui est transmise par les émetteurs. Sonia, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste peut-être insister sur ce qu'a dit Adrienne. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un label ISR à l'échelle européenne. C'est un petit peu le sujet qui est absent de cette de ces nouvelles réglementations qui sont en discussion. Ça, c'est dommage. À côté de ça, il y a beaucoup de côtés positifs qui sont de fixer un cadre, de fixer un langage commun sur un certain nombre de choses. Ça va dans le bon sens. On regrette que le sujet du label ISR européen n'ait pas été traité. À suivre, on ne sait pas encore, on sait pas encore tout pour l'instant. Il y a un sujet qu'on a effleuré là, ce qui est celui du coût du capital. Je pense que c'est très important pour les métiers du capital investissement, Émilie, notamment parce que les bailleurs de fonds des sociétés de gestion, lorsqu'ils décident d'allouer des fonds vers cette classe d'actifs, peuvent être pénalisés au sens de devoir y affecter plus de capital que pour un autre investissement. Est-ce que, par exemple, dans le cas de fonds d'infrastructure vertes ou d'investissements autrement responsables, un green supporting factor, c'est-à-dire un allègement de ces capital requirements, de ces besoins en capital incrémentaux, vous paraît souhaitable, puisque les avis là-dessus aussi sont partagés. Hugues, je pense que vous êtes bien dans le sujet aussi. C'est bien que vous ayez un avis. Non, je voudrais parler un peu plus globalement au niveau notamment des levées de fonds. C'est là où on s'aperçoit que l'intégration de l'ESG prend vraiment de l'importance aussi dans le capital investissement.
quand on a démarré en 2008-2009, on va dire pour convaincre et évangéliser un peu sur ce sujet-là, certains nous disaient mais vous vous rendez pas compte, nous on fait des levées de fonds, on lève énormément d'argent, on nous pose 0 question, il n'y a pas de question d'investisseurs. Ça arrive encore à certains, quand on lève dans certains pays où il n'y a pas de questions sur les sujets ESG, mais c'est de moins en moins souvent. On a eu une période où c'était très tick the box, donc on tiquait des box sans forcément justifier les choses, donc ça se passait encore bien. Aujourd'hui, c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on peut voir les choses, c'est-à-dire que les investisseurs qui vont investir dans des fonds de private equity, donc des fonds de capital investissement, vont avoir le choix justement entre ces fonds qui intègrent ou pas l'ESG, des fonds performants qui intègrent ou pas l'ESG. Et donc les questions sont beaucoup plus précises et quelquefois c'est des questions, un questionnaire, et de plus en plus on a des vraies discussions, des échanges qui vont durer des heures sur l'intégration de l'ESG de façon intelligente. Alors, sachant que ces investisseurs, c'est souvent les mêmes que ceux que vous rencontrez dans l'asset management, puisque ce sont des assureurs, des caisses de retraite, des fonds de pension. Mais ce que je voulais aussi rajouter par rapport à des standards et des labels, ce qui est aussi compliqué quand on voit le capital investissement, donc c'est quand même des acteurs qui investissent dans des PME, des petites entreprises, qui ont moins de 50 salariés. On pense quand même que des labels dans ces cas-là et rentrer dans des cases, c'est quand même très très compliqué et c'est un peu des empêcheurs d'innovation. Donc quelquefois, c'est bien de donner des définitions. Ce que va faire la taxinomie, c'est très bien d'avoir des définitions, mais il faut faire quand même très attention à ça. Un label ISR, par exemple, dans le capital investissement, on a la conviction chez PwC que ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, il faut justement fonctionner autrement, faire beaucoup de spécifiques. Chaque entreprise a sa spécificité, même si c'est un même secteur. Quand vous parlez à un patron, une patronne de PME, il y a un historique, il y a des spécificités. Il faut y aller pas à pas. Si on va trop vite, il ne se passera rien. Et on voit bien qu'en y allant pas à pas, en comprenant le business, en faisant du spécifique, ça veut dire une analyse de matérialité, qu'est-ce qui est important, et on fait avancer cette roadmap RSE spécifique au fur et à mesure. Alors, Hugues, très rapidement, parce que le temps, je vois que le temps tourne, je vais répondre trois éléments en cascade. Alors, tout d'abord, par rapport à ce qui vient de dire sur le plan d'action européen pour la finance durable, je voudrais faire un plaidoyer extrêmement positif. Il y a d'abord l'initiative, certes, l'initiative privée, le levier qu'apporte le marché à l'économie doit continuer à apporter son moteur entre guillemets naturel et changé, mais le régulateur, et c'est le rôle de l'Europe, doit aussi apporter tout ce qui vient d'être dit, une taxonomie, un langage commun, etc. Et le travail de la Commission, le travail du Parlement est absolument remarquable en ce moment. Et je vous invite à en parler dans les ronds-points, parce que véritablement, c'est un travail très ingrat qui a été pris à cœur par tous les parlementaires et par la Commission, et qui est de nature véritablement à changer la finance, si tout va bien, couplé avec le rôle des acteurs. Ensuite, sur le green supporting, l'autre élément qui est très important, c'est aussi de comprendre que des acteurs comme les banques, là je prends ma casquette de banquier, Crédit Agricole, sont des animaux réglementaires. Donc nous, banquiers, on s'adapte à ce que le régulateur donnera, et donc c'est une étape cruciale qui est en train de se passer pour l'industrie bancaire au sens large, et tous les yeux sont braqués à Bruxelles et de Washington, de Pékin, pas seulement de Paris. Et une dernière chose, là, à titre complètement personnel, je suis absolument persuadé que le Green Supporting Factor arrivera un jour ou l'autre, qui sera de nature à nouveau à accélérer le rôle de la finance durable dans la transition énergétique et sociale. Merci et merci à tous. Alors je vois qu'on est pile à l'heure pour terminer. Je ne sais pas si on a le temps pour prendre quelques questions éventuelles de la salle. On me fait signe que... Oui, une seule question, me dit-on. Alors, est-ce qu'une main se lève? Peut-être monsieur là-bas. Je ne peux pas vous apporter de micro parce que je suis relié par un fil.
Merci, bonjour. Nicolas, étudiant. J'avais une question. J'ai lu une étude de France Invest, donc je suis content que vous soyez là, Émilie Bobin, qui explique que dans le capital investissement, un des premiers freins des conditions du label ISR ou Tech, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il existe un autre label, Transition écologique et climat, c'est que en fait, de récupérer ces données ESG dans les entreprises où on investit, c'est très très compliqué, notamment obliger une PME à faire un bilan carbone. Elles ont d'autres choses à faire, c'est ce qu'elles nous répondent bien souvent. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres moyens de récupérer ces données, ou est-ce que d'autres critères que le bilan carbone vont être mis au grand jour dans les années qui suivent, étant donné qu'on doit aller rapidement vers un futur plus durable? Alors, merci beaucoup pour votre question, très intéressante, parce que ça me permet de réfléchir, de dire ça. Non, en fait, c'est un vrai sujet, hein, la question des données. Et c'est un vrai sujet parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on investit dans une PME, et ces acteurs, ces investisseurs, ils sont là aussi pour structurer les choses. Et quelquefois, même la donnée financière n'est pas présente ou pas fiable. Donc, il y a aussi cette structuration de la donnée financière même. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, justement, ces acteurs maintenant ont en tête la RSE et les sujets de développement durable. Donc, ça se fait presque en même temps, au même moment. Par contre, ce qu'il faut, c'est pas partir dans tous les sens. Vous arrivez dans des PME, alors il n'y a certainement pas de responsable RSE, et il n'y en aura jamais d'ailleurs, mais quelquefois, il n'y a pas de CFO. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que vous avez des dirigeants, des dirigeantes qui sont un peu les hommes et les femmes à tout faire. Donc il faut vraiment structurer les choses, mais en étant très spécifique et aller sur des sujets matériels. Je vous prends un exemple, vous êtes dans l'agroalimentaire, donc voilà, il faut un certain reporting financier. Si on doit parler de reporting extra-financier, vous allez être notamment sur des sujets, on va dire, sociaux, sur l'accidentologie. Et donc, dans ces cas-là, on va vraiment se concentrer sur cette partie sécurité au travail. Il va y avoir aussi des aspects sourcing, etc. Et donc là, qui vont être d'ailleurs pris en charge avec des personnes supply chain, achat. Si on parle spécifiquement du sujet carbone, donc là, c'est l'objectif de l'initiative Climat 2020 du capital investissement, donc français, et qui est maintenant international, ça a été de dire, pour certaines entreprises, il n'y a aucune utilité à calculer son empreinte carbone. Enfin, ça ne vous apportera rien. Par contre, il faut avoir une analyse climat, donc risque physique, risque de transition. Mais si par hasard, on vous pose la question de façon insistante, que différentes parties prenantes, sur votre empreinte carbone, vous avez des méthodologies assez simples pour calculer cette empreinte carbone. Donc c'est tout à fait faisable. Mais s'il vous plaît, il faut arrêter de demander des empreintes carbone à des PME qui, effectivement, ont vraiment d'autres sujets, et quelquefois, ça ne mène à rien. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Ouais, c'est ça, voilà. Merci d'être venus nombreux. Merci à nos intervenants et excellent salon.